L'Europe, c'est voilà, tout le monde. Alors d'accord, bonjour mesdames et messieurs, je choisis pour vous l'extrait du cours académique du professeur Bronisław Geremek a donné au Collège de France. Pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów znaczących pytań, będących wyrazem cechy, którą kultura europejska jest głęboko przesiąknięta, twórczego niezadowolenia. Można mieć wątpliwości, czy należy dopatrywać się w takim określeniu ducha europejskiego wiarygodnej propozycji dla polityki europejskiej. Nie podzielam ich jednak. Nie powinno się moim zdaniem myśleć, iż to podejście pragmatyczne, wykazujące natychmiastową użyteczność badań naukowych, będzie sztandarowym argumentem mającym przekonać świat polityki o znaczeniu nauki i nauczania dla konstrukcji europejskiej. Pół wieku integracji europejskiej, sukcesów wspólnego rynku, ustanowienia jednolitej jurysdykcji, udanego wprowadzenia wspólnej waluty, Unia Europejska próbuje obecnie określić swój cel. Powtarzam, po utworzeniu Europy nadszedł czas na stworzenie Europejczyków. Do pojęcia tożsamości europejskiej należałoby wprowadzić naukę i wiedzę. Prometejski niepokój popychający nas w stronę tego, co jeszcze niezdobyte lub nieznane, kulturę wątpliwości, promocję doniosłości, nauczania i badań naukowych. Taka debata tylko wzmocni konstrukcję europejską i umożliwi krok naprzód przez odpowiednią politykę europejską w dziedzinie nauczania i badań naukowych. W 1947 roku Karl Jaspers w swoim eseju Vom Europäischen Geist twierdził, iż właściwe dla ducha europejskiego jest nieustanne produkowanie tez i antytez, potwierdzanie pewnych postaw i zaprzeczanie im, kreowanie idei i podawanie ich w wątpliwość. Prawdą jest, iż w myśli europejskiej zdarzały się chwile, gdy uważano, że prawda została osiągnięta i historia dobiega końca. Natychmiast jednak odzywały się zaprzeczające im głosy realizmu i rozumu. Myśl europejska zdaje się bez przerwy dopowiadać, idąc śladem Abelarda, nie każdemu tak i tak każdemu nie. Odnoszę się tutaj do traktatu Pierre'a Abelarda Sic et Non, napisanego około roku 1122. Możemy tu dostrzec pewną cechę charakterystyczną intelektualnej tradycji europejskiej, poddającą w wątpliwość kwestie uznawane za pewne, postawę słuszną i owocną, choć jest rzeczą oczywistą, iż z takiej perspektywy myśl nie zawsze dostarcza pożywki dla działania, a funkcja intelektualisty na stanowisku publicznym często ogranicza się do roli lekarza, który wie wszystko na temat chorego dopiero wówczas, gdy już nie jest w stanie mu pomóc. Chodzi tu po pierwsze o wyczerpanie się pewnych tradycji i instytucji określających ramy ludzkiego istnienia, ale także o pojawienie się pewnych znaków, prekursorów przyszłości. Myślę tu o osłabieniu paradygmatu więzów krwi, do której odwołuje się zarówno koncepcja rodziny, jak i narodu w długiej historii europejskiej. W tworzeniu rodziny i istnieniu narodu następuje go coraz częściej związek interesów i wybór emocjonalny. Ernest Renan, który twierdził, iż naród to codzienny plebiscyt, ma dzisiaj rację bardziej niż kiedykolwiek. Po drugie, dostrzec można, że w rozwoju nauki pojawia się niepokojąca siła etyczna, wytyczająca granice badaniom naukowym 50 lat po debacie na temat wykorzystywania energii nuklearnej do celów militarnych. Ponownie stajemy w obliczu zasadniczego pytania, czy istnieje granica interwencji człowieka w tworzenie życia ludzkiego? Dotyczy to klonowania, inżynierii genetycznej. I po trzecie, procesy globalizacyjne uwydatniają dwa głębokie rozmały we współczesnych społeczeństwach. Między biedą a bogactwem oraz między tendencjami globalizacyjnymi lub uniwersalnymi i wrogą reakcją na wszelką wielokulturowość. Używając określeń Karla Poppera,
Można by rzec, iż społeczeństwu otwartemu na poziomie globalnym, jak i lokalnym przeciwstawia się społeczeństwo plemienne, głoszące etnocentryczny fundamentalizm oparty na egoizmie, a czasami wręcz na nienawiści względem drugiego człowieka. Te pogardliwe i nienawistne postawy względem imigrantów w cywilizacji znanej niegdyś z otwartości i gościnności, z czego zwykła czerpać swój dynamizm, mogą tylko niepokoić. Owe trzy zasadnicze pytania przekształcającego się świata można postrzegać w świetle refleksji intelektualnej sic et non, tez i antytez, poprzez które widzimy nie tyle zachwianie się pędu historii, ile świadomość zagrożeń i nadziei na przyszłość. Możemy zauważyć, po pierwsze, powrót do jednostki. Andrzej Sacharow, przeciwstawiający systemowi totalitarnemu etykę indywiduum, może być uznawany za postać emblematyczną. Po drugie, poszukiwanie Lemiesza fundamentalnych wartości i odniesienie do imperatywów i wymagań moralnych dobrze zakorzenionych wśród następców Immanuela Kanta kojarzone jest z przywiązaniem do wolności. Po trzecie, współczesną ekonomię i kulturę cechuje coraz szybsze zmiany. Migracje przełamują bariery i granice, wykluczenia społeczne, etniczne i kulturowe stają się coraz mniej akceptowalne i stają się także naturalną składową polityki bezpieczeństwa ludzkiego. Historyk badający dłuższe okresy z ich spowolnieniami, czy wręcz z ich konserwatyzmem lub też pochłonięty, podobnie jak polityk, biegiem wydarzeń bieżących, nie może ze spokojem myśleć o przyszłości. Uważam jednak, że Fernand Braudel miał rację, domagając się od historyka uprzywilejowanego miejsca dla obmyślania przyszłości, nie tylko dlatego, że historia stanowi najbardziej obszerne pole doświadczalne owych rozmyślań, lecz także ze względu na doświadczenie historyka w badaniach nad zmianami i przekształceniami. Paul Valéry w swoim eseju zauważył, iż nie dostrzeżono wcale w przeszłości, jeśli chodzi o innowacje, pojawienia się rozwiązań i odpowiedzi na problemy i pytania istniejące już od zamierzchłych czasów, jeśli wręcz od niepamiętnych. Nasza innowacja polega na nowości samych pytań, nie zaś rozwiązań, na wypowiedziach, nie zaś odpowiedziach. Europa może się sprawdzić jedynie poprzez podjęcie prometejskiego wyzwania, poprzez chęć umieszczenia nauki w sercu swoich planów na przyszłość. Bien, merci Jacek pour cette interprétation. Nous vous avons préparé une traduction. Juste après, qui va nous être présentée par Tom. Merci Tom, applaudissements pour Tom s'il vous plaît, un peu d'encouragement. L'Europe vit un moment important de son histoire. Dans ce siècle des régimes et des idéologies totalitaires, de l'Holocauste et des deux guerres mondiales, qui peuvent être considérées comme une seconde guerre de 30 ans européenne, l'odyssée du projet européen apparaît comme une réussite indiscutable et singulière. La continuation de cette œuvre, et peut-être même sa survie, dépend à présent du dépassement critique et affirmatif de son acquis. En conséquence du long travail d'intégration et au travers des différentes accessions successives des nouveaux pays membres, il s'est formé en Europe un espace de paix, de la coopération économique et du droit humain. Michel Rocard a eu raison de souligner que c'est un succès formidable. L'élargissement en 2004 a permis de lui donner une dimension de l'unification de l'Europe, conformément à ce que pensaient les fondateurs de l'unité européenne et ce que Robert Schuman a dit expressément. Mais dans la pensée des fondateurs, on retrouve aussi une autre aspiration, et encore, et est soulignée par le nom même donné au corps créé 5 ans après la fin dramatique et déchirante guerre européenne. La communauté. Ce mot qui n'avait pas de place tout à fait dans le vocabulaire juridique ou même dans les discours politiques modernes
est tout un programme, attaché d'abord à l'acier et au charbon, ensuite à l'économie, et enfin simplement à l'Europe. Il annonce un projet entrant dans les rapports humains de façon directe. Cette aspiration à créer une communauté a trouvé des chances nouvelles de réalisation, au moment même où la disparition du mot de l'appellation officielle de cet ensemble, quand l'union a remplacé la communauté. Et c'est bien dans ce mot, dans cet esprit d'innovation qui semble être intimement associé à l'Europe, qu'elle a su introduire des technologies nouvelles dans l'agriculture médiévale, utiliser la force du vent, développer les techniques militaires, créer des écoles, des universités, utiliser le charbon, le fer, l'acier, générer des révolutions industrielles, former des sociétés savantes, promouvoir les sciences, profiter de son propre génie, d'inventions et des inventions des autres civilisations. Ce n'est point un lien conjoncturel qui lie l'Europe à l'esprit prométhéen. Ce soif d'apprivoiser tous les secrets divins, toutes les forces de la nature, cette force téméraire de dépasser ce qui est acquis pour aller de l'avant, c'est bien là l'essence de l'Europe. Alors je prends la liberté de mentionner quelques exemples, les grandes interrogations qui exprimeraient un trait dont la culture européenne est profondément imprégnée. L'insatisfaction créatrice. On peut avoir sans doute, si on peut voir dans une telle formulation l'esprit européen, une proposition valable pour la politique européenne. Je me pose à ces doutes. Il ne faut pas, à mon sens, penser cette approche pragmatique démontrant l'utilité immédiate des recherches scientifiques, qui est la voie royale pour convaincre le monde politique de l'importance des sciences dans l'enseignement, dans la construction européenne. Après un demi-siècle d'intégration, l'européen, du succès du marché unique, de l'établissement des règles juridiques communes, de l'introduction de cette monnaie, qui est une vraie réussite, je le dis et je le répète, après avoir fait l'Europe, vient le temps de faire les Européens. Merci Tom. Nous allons à présent passer à notre deuxième interprétation, un texte majeur européen qui a été tenu par John Hume, aujourd'hui présenté en anglais par Mary McLaughlin. Bonjour à tous, je m'appelle Mary MacIver. Ça fait un grand plaisir d'être ici à Jarnac avec mon collègue Hugh Loeb, directeur de la fondation de John and Pat Hume. Hugh et moi, on a travaillé avec John en Irlande et aussi en Europe. Et je vais lire un extrait du discours prononcé en décembre 1998 à Oslo, quand il a reçu le prix de paix Nobel Peace Prize. In my own work for peace, I was very strongly inspired by my European experience. I always tell this story, and I do so because it is so simple, yet so profound, and so applicable to conflict resolution anywhere in the world. On my first visit to Strasbourg in 1979, as a member of the European Parliament, I went for a walk across the bridge from Strasbourg to Kehl. Strasbourg is in France, Kehl is in Germany. They are very close. I stopped in the middle of the bridge and I meditated. There is Germany, there is France. If I had stood on this bridge 30 years ago, after the end of the Second World War, when 25 million people lay dead across our continent for the second time in the century, and if I had said, don't worry, in 30 years' time, we will all be together in a new Europe. Our conflicts and wars will be ended, and we will be working together in our common interests. I would have been sent to a psychiatrist. But it has happened, and it is now clear that the European Union is the best example in the history of the world of conflict resolution, and it is the duty of everyone, particularly those who live in areas of conflict, to study how it was done
and to apply its principles to their own conflict resolution. All conflict is about difference, whether the difference is race, religion, or nationality. The European visionaries decided that difference is not a threat. Difference is natural. Difference is the essence of humanity. Difference is an accident of birth, and it should therefore never be the source of hatred or conflict. The answer to difference is to respect it. Therein lies a most fundamental principle of peace, respect for diversity. The peoples of Europe then created institutions which respected their diversity: a Council of Ministers, the European Commission, and the European Parliament, and allowed them to work together in their common and substantial economic interest. They spilt their sweat and not their blood, and by doing so broke down the barriers of distrust of centuries, and the new Europe has evolved and is still evolving, based on agreement and respect for difference. That is precisely what we are now committed to doing in Northern Ireland. Our agreement, which was overwhelmingly endorsed by the people, creates institutions which respect diversity but ensure that we work together in our common interest. Our assembly is proportionately elected so that all sections of our people are represented. Any new administration or government will be proportionately elected by the members of the assembly so that all sections will be working together. There will also be institutions between parts of Ireland, both parts of Ireland, and between Britain and Ireland that will also respect diversity and work the common ground. Once these institutions are in place and we begin to work together in our very substantial common interests, the real healing process will begin, and we will erode the distrust and prejudices of our past, and our new society will evolve based on agreement and respect for diversity. The identities of both sections of our people will be respected, and there will be no victory for either side. We have also had enormous solidarity and support from right across the world, which has strengthened our peace process. We in Ireland appreciate this solidarity and support from the United States, from the European Union, from friends around the world, more than we can say. The achievement of peace could not have been won without this goodwill and generosity of spirit. We should recall too on this formal occasion that our Springtime of Peace and their passionate intensity and all of their skills to this enterprise. To the Prime Ministers, Tony Blair and Bertie Ahern, to the President of the United States of America, Bill Clinton, and the European President, Jacques Delors and Jacques Santer, and to the three men who so clearly facilitated the negotiations: Senator George Mitchell, former leader of the Senate of the United States of America, Harry Hulkeri of Finland, and General Jean de Chastelain of Canada, and of course to our outstanding Secretary of State, Mo Mowlam. Too many lives have already been lost in Ireland in the pursuit of political goals. Bloodshed for political change prevents the only change that truly matters, in the human heart. We must now shape a future of change that will be truly radical and that will offer a focus for real unity of purpose, harnessing new forces of idealism and commitment for the benefit of Ireland and its people. Throughout my years in political life, I have seen extraordinary courage and fortitude by individual men and women, innocent victims of violence. Amid shattered lives, a quiet heroism has borne silent rebuke to the evil that violence represents, to the carnage and waste of violence, to its ultimate futility. I have seen a determination for peace become a shared bond that has brought together people of all political persuasions in Northern Ireland and throughout the island of Ireland. I have seen the friendship of Irish and British people transcend, even in times of misunderstanding and tensions, all narrower political differences. We are two neighbouring islands whose destiny is to live in friendship and amity with each other. We are friends, and the achievement of peace will further strengthen that friendship and together allow us to build on the countless ties that unite us in so many ways.
The Good Friday Agreement now opens a new future for all the people of Ireland, a future built on respect for diversity and for political difference, a future where all can rejoice in cherished aspirations and beliefs, and where this can be a badge of honour, not a source of fear or division. The agreement represents an accommodation that diminishes the self-respect of no political tradition, no group, no individual. It allows all of us in Northern Ireland and throughout the island of Ireland to now come together and jointly to work together in shared endeavour for the good of all. No one is asked to yield their cherished convictions or belief. All of us are asked to respect the views and rights of others as equal of our own, and together to forge a covenant of shared ideals based on commitment to the rights of all, allied to a new generosity of purpose. That is what a new agreed Ireland will involve. That is what is demanded of each of us. It is now up to political leaders on all sides to move decisively to fulfil the mandate given by the Irish people, to safeguard and cherish peace by establishing agreed structures for peace that will forever remove the underlying causes of violence and division on our island. There is now in Ireland a passionate sense of moving to new beginnings. And so the challenge now is to grasp and shape history, to show that past grievances and injustices can give way to a new generosity of spirit and action. I want to see Ireland, north and south, the wounds of violence healed, play its rightful role in a Europe that will for all Irish people be a shared bond of patriotism and new endeavour. I want to see Ireland as an example to men and women everywhere of what can be achieved by living for ideals rather than fighting for them, and by viewing each and every person as worthy of respect and honour. I want to see an Ireland of partnership, where we wage war on want and poverty, where we reach out to the marginalised and dispossessed, where we build together a future that can be as great as our dreams allow. I will now end with a quotation of total hope, the words of a former laureate, one of my great heroes of this century, Martin Luther King Jr. We shall overcome. Merci Marie. Nous allons à présent passer par une traduction interprétée cette fois-ci par Samy. Merci pour Samy. Dans mon propre travail en faveur de la paix, j'ai été très fortement inspiré par mon expérience européenne. Je raconte toujours cette histoire et si je le fais, c'est parce qu'elle est si simple, mais si profonde et si applicable à la résolution des conflits partout dans le monde. Lors de ma première visite à Strasbourg en 1979, en tant que membre du Parlement européen, je me suis promené sur le pont qui relie Strasbourg à Kehl. Strasbourg est en France, Kehl est en Allemagne. Les deux villes sont très proches. Je me suis arrêté au milieu du pont et j'ai médité. Il y a l'Allemagne, il y a la France. Si je m'étais tenu sur ce pont il y a 30 ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que 25 millions de personnes étaient mortes sur notre continent, pour la deuxième fois au cours de ce siècle, et si j'avais dit, ne vous inquiétez pas, dans 30 ans, nous serons tous ensemble, dans une nouvelle Europe. Nos conflits et nos guerres seront terminés, et nous travaillerons ensemble dans nos intérêts communs, j'aurais été envoyé chez un psychiatre. Mais c'est arrivé. Il est désormais clair que l'Union européenne est le meilleur exemple de résolution de conflits dans l'histoire du monde. Et qu'il est du devoir de chacun, et en particulier de ceux qui vivent dans des zones de conflit, d'étudier comment cela a été fait et d'en appliquer les principes à leur propre résolution de conflits. Tous les conflits sont liés à la différence, qu'il s'agisse de race, de religion
ou de nationalité. Les visionnaires européens ont décidé que la différence n'était pas une menace, mais qu'elle était naturelle. La différence est l'essence même de l'humanité. La différence est un accident de naissance et ne devrait jamais être source de haine ou de conflit. La réponse à la différence est de la respecter. C'est là un principe de paix fondamental, le respect de la diversité. C'est précisément ce que nous nous sommes engagés à faire en Irlande du Nord. Notre accord, qui a été approuvé à une majorité écrasante de la population, crée des institutions qui respectent la diversité tout en travaillant à ce que nous soyons ensemble dans notre intérêt commun. Une fois que ces institutions seront en place et que nous commencerons à travailler ensemble dans nos intérêts communs très importants, le véritable processus de guérison commencera et nous éroderons la méfiance et les préjugés de notre passé. Et notre nouvelle société évoluera basée sur l'accord et le respect de la diversité. Les identités des deux parties de notre peuple seront respectées et il n'y aura pas de victoire pour l'une ou pour l'autre des parties. Trop de vies ont déjà été perdues en Irlande dans la poursuite d'objectifs politiques. Les fusions de sang pour un changement politique empêchent le seul changement qui compte vraiment, celui du cœur humain. Nous devons maintenant façonner un avenir de changement qui sera vraiment radical et qui offrira un point focal pour une véritable unité d'objectifs. Exploiter de nouvelles forces d'idéalisme et d'engagement dans l'intérêt de l'Irlande et de tous ses habitants. Il n'est demandé à personne de renoncer à ses convictions ou aux croyances qui lui sont les plus chères. Il nous est demandé à tous de respecter les opinions et les droits des autres sur un pied d'égalité avec les nôtres. Et ensemble, de forger un pacte d'idéaux partagés, fondé sur l'engagement en faveur des droits de tous, allié à une nouvelle générosité dans les objectifs. Voilà ce qu'impliquera une Irlande nouvelle et consensuelle. C'est ce qui est demandé à chacun d'entre nous. Je veux voir l'Irlande du Nord et du Sud penser les blessures de la violence et jouer le rôle qui lui revient dans une Europe qui sera, pour tous les Irlandais, un lien commun de patriotisme et de nouveaux efforts. Je veux que l'Irlande soit un exemple pour les hommes et les femmes du monde entier de ce que l'on peut réaliser en vivant pour des idéaux plutôt qu'en se battant pour eux et en considérant chaque personne comme digne de respect et d'honneur. Je veux voir une Irlande de partenariat où nous faisons la guerre aux besoins et à la pauvreté, où nous tendons la main aux marginalisés et aux dépossédés, où nous construisons ensemble un avenir qui peut être aussi grand que nos rêves le permettent. Je terminerai par une citation pleine d'espoir, les mots d'un ancien lauréat, l'un de mes grands héros de ce siècle, Martin Luther King Jr. Nous vaincrons. Merci à Samy de la représentation de la Fédération francophone de débat. Nous allons à présent passer à un troisième extrait d'un texte européen majeur tenu par François Mitterrand, interprété aujourd'hui en français par Sylvain Kahn, qui nous arrive de notre historien Sciences de Paris, Sciences Po. Merci pour avoir fait le déplacement. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Hein. C'est beaucoup moins compliqué de faire le déplacement depuis Paris que depuis Varsovie ou depuis Luxembourg ou Dublin. Donc j'ai très peu de mérite et surtout je suis très, très heureux et très honoré que Nicolas Leron, le directeur de l'Institut François Mitterrand,
confier cette tâche. Je vous avoue que je suis un peu intimidé, non pas pour la partie débat qui viendra après, parce que là, je serais, si j'ose dire, ça serait dans mes cordes, mais lire des extraits d'un grand discours de François Mitterrand ici, c'est à la fois très émouvant et très intimidant, forcément, puisque parmi vous, certains ont forcément ce discours dans l'oreille. Et moi, je vais le dire comme un prof d'histoire que je suis, c'est-à-dire de manière forcément très très médiatisée par rapport à la manière dont ce discours a été prononcé et à la manière dont il a été entendu par certains d'entre vous. Alors, il s'agit d'un extrait du discours de François Mitterrand lorsqu'il était président de la République devant le Bundestag à l'occasion du 20e anniversaire du traité de l'Élysée sur la coopération franco-allemande. Là, du coup, je peux faire un petit test. Donc, du coup, 20e anniversaire du traité de l'Élysée, quelle était la date de ce discours au Bundestag? Je fais mon prof, je relève les réponses. C'était donc le jeudi 20 janvier 1983, puisque le traité de l'Élysée, c'est le 20 janvier 1963. Alors, je demande votre bienveillance, hein, soyez sympa. J'y vais. C'est que des extraits, hein, bien entendu, pour que ça soit pas trop long malgré tout. Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les parlementaires, qui aurait pu imaginer qu'un jour, dans ce dernier quart du XXe siècle, l'Allemagne et la France se retrouveraient, non pas pour célébrer l'anniversaire d'une bataille, d'une trêve ou d'un traité de paix, mais celui de la réconciliation. Évoquons un instant la mémoire des disparus. Saluons l'œuvre des présents, des vivants, tous ceux à qui nous devons l'Europe et la réconciliation de la France et de l'Allemagne. Ceux qui ont préparé ce traité dès la fin de la guerre, ceux qui l'ont signé, ceux qui l'ont fait vivre par la suite, président, Premier ministre, chancelier, tous les chanceliers d'Allemagne, grands parlementaires, militaires, hauts fonctionnaires, et autour de tout cela, de puissantes volontés populaires. Quand ce fut l'heure de Konrad Adenauer, de Jean Monnet, de Robert Schuman, ces hommes qui surgirent au moment où le destin hésite, peut devenir ou néfaste ou propice. Quand ce fut l'heure de décider, ces hommes exceptionnels ont su agir. Saluons leur imagination, leur résolution tranquille, l'œuvre qu'ils nous ont léguée. Ils ont su donner une forme à la fois solennelle et pratique à la réconciliation que je célèbre ici. Commencé dès 1947 au Congrès européen de La Haye, qui avait pour objet, je cite le traité lui-même, de mettre fin à une rivalité séculaire. Les dispositions du traité du 22 janvier 1963 sur l'organisation et les principes de la coopération ont été conçues entre nos deux pays comme une étape indispensable sur la voie de l'Europe unie. 20 années durant, nous avons appris à travailler ensemble en vue d'une commune sécurité. Pendant ce temps, en dépit de tensions multiples, la paix a régné entre les deux plus grandes puissances et leur dialogue a été presque constant. Mais l'équilibre entre elles ne s'est jamais vraiment fixé, chacune dépassant l'autre à son tour. Et ces derniers temps, cette situation s'est dégradée. Deux exemples suffisent à le rappeler. L'occupation de l'Afghanistan, les événements de Pologne. De son côté, l'Europe a vu la quantité et le niveau des armements implantés sur son sol ou pointés vers elle s'élever. La supériorité conventionnelle soviétique et l'implantation déjà ancienne de missiles nucléaires à moyenne portée avaient entraîné le perfectionnement d'avions américains stationnés en Europe, appelés pour cette raison systèmes avancés. L'Union soviétique en a pris argument pour installer de nouveaux missiles mobiles à 3 têtes, missiles SS-20, avec 5000 km de portée et une précision accrue. 5000 km de portée
assez pour atteindre l'Europe, pas assez pour atteindre le continent américain. Les pays membres du commandement militaire intégré de l'OTAN ont alors répondu par ce que l'on appelle communément la double décision, qui prévoyait d'entamer une négociation sur les armes nucléaires à moyenne portée sur le continent européen, négociation dont dépendra le niveau de déploiement des nouveaux missiles américains à partir de décembre 1983, les fusées Pershing II. Une simple pensée gouverne la France. Il faut que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songeraient en soient dissuadés. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix, dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Seul cet équilibre, au demeurant, peut conduire à de bonnes relations avec les pays de l'Est, nos voisins et partenaires historiques. Il a été la base saine de ce que l'on a appelé la détente. Il vous a permis de mettre en œuvre votre hoste politique. Il a rendu possible les accords d'Helsinki. Mais le maintien de cet équilibre implique à mes yeux que des régions entières d'Europe ne soient pas dépourvues de parade face à des armes nucléaires spécifiquement dirigées contre elles. Quiconque ferait le pari sur le découplage entre le continent européen et le continent américain mettrait, selon nous, en cause l'équilibre des forces et donc le maintien de la paix. Ce que nous voulons d'abord, mais vous aussi, c'est la paix. La paix n'est possible que par la négociation. Il dépend de ceux qui négocient de préparer les chemins de l'harmonie indispensable. Il suffit que l'un des partenaires, quand ils ne sont pas deux, s'y refuse pour que l'accord ne puisse se faire. Il faut donc que demeurent les conditions de l'équilibre nécessaires dans l'assurance pour les peuples intéressés, qu'ils ne seront pas sous le poids d'une éventuelle domination extérieure. Je consacrerai la dernière partie de cet exposé à l'examen de la situation de la communauté européenne, CEE, dont on sait bien que l'Allemagne et la France sont des artisans déterminants. Je constate que dans de nombreux secteurs d'avenir, les Européens ont pris un grand retard parce qu'ils ont dispersé leurs efforts de recherche, parce qu'ils ont multiplié leurs investissements qui font double emploi. L'exemple même du Japon montre qu'il n'y a pas de retard irréversible à condition d'accomplir tout l'effort nécessaire. Et comment se ressaisir sans posséder une dimension suffisante, une voix assez forte? Pour moi, pour nous, cette dimension, c'est la dimension européenne. Pour que la communauté existe, je pense que 4 principes devraient nous guider. Appliqués, ils seront la base de notre réussite. L'unité du marché, la préférence communautaire, le développement des politiques communes, la solidarité. Et précisons que ces principes ne vont pas l'un sans l'autre. Ainsi, l'unité du marché stimulera la concurrence et les initiatives. Les entreprises européennes auront comme base un grand marché intérieur à partir duquel elles pourront consolider ou améliorer leur position dans le monde. Et comment imaginer qu'elles puissent le faire sans que la communauté CEE, en tant que telle, ne se fixe quelques objectifs essentiels pour son sursaut industriel et décide d'y affecter les moyens nécessaires. Amis allemands, la paix, j'y reviens pour conclure. Pour avoir vécu dans une France occupée, je ressens au fond de moi-même ce que peuvent éprouver les Allemands séparés, RFA, RDA. Pour avoir connu une Europe dévastée, je ressens ce que peuvent éprouver les peuples dispersés. Je pense qu'aucune réponse ne sera donnée à toutes ces questions hors d'une seule. Ce n'est pas en allant dans le sens de la division, du chacun pour soi, du nationalisme qui s'exacerbe facilement, de l'isolement ou de la méconnaissance, que nous trouverons les voies qui seront profitables au peuple que nous représentons.
c'est dans l'unité, la communauté, l'amitié et la compréhension. Était-il meilleure occasion que le 20e anniversaire du traité franco-allemand de l'Élysée pour le dire à cette assemblée, par vos soins, mesdames et messieurs, au peuple allemand? Merci Sylvain. Nous avons un deuxième extrait, texte François Mitterrand interprété par Hugo. Alors, pour donner un poil de contexte, c'est un discours qui est prononcé par François Mitterrand en 1990 en Roumanie. Vous savez sans doute que la Roumanie est la dernière démocratie populaire après la chute du mur de Berlin à avoir opéré sa transition vers par la suite des manifestations de Timișoara et de Bucarest qui a mené plutôt à une révolution de palais puisque le président Iliescu était lui-même membre du Parti communiste de Roumanie. Et donc c'est un discours prononcé par François Mitterrand à destination de ce nouveau président de la République roumaine. La disparition de la confrontation Est-Ouest est un événement considérable que nous mesurons mal parce que nous le vivons et qui sera marqué dans les annales de l'histoire comme l'un des grands événements du siècle. Il y a eu les guerres, 2 guerres mondiales. C'est la première paix mondiale, ou du moins dont l'effet européen est, je l'espère, acquis pour toujours. C'est le renouveau de la démocratie dans la plupart des États, et les autres viendront. Tout cela nous donne le droit d'espérer que les nations européennes régleront désormais, par l'espoir ainsi proclamé, leurs différends de façon pacifique. L'aspiration qui nous guide est celle de l'organisation progressive d'une sécurité collective sur le continent européen tout entier, sans exclusive. Cela dépend bien entendu de la confiance, du bon voisinage, du dialogue, comme des garanties qui seront accordées aux multiples minorités, si nombreuses en Europe, au sein des États où elles sont établies. Monsieur le Président, sur tous les sujets que je viens de citer, nous avons, je crois, beaucoup à nous dire. Et la Roumanie et la France ont aussi beaucoup à dire aux autres, à tous les autres, en Europe. Ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du centre, ceux du Sud. Tous les azimuts sont permis désormais. Il n'y a plus de frontières infranchissables. C'est l'événement majeur que j'ai célébré. À l'intérieur de cette Europe, il faut hâter à partir de là la démarche démocratique. Il n'y aura d'ailleurs d'Europe véritablement unie que si elle se retrouve autour de quelques thèmes simples. Celui de la démocratie qui signifie, vous en avez fait l'énumération tout à l'heure dans votre propre toast, la liberté d'écrire, de penser, de s'associer, d'aller et venir, les droits de 1789 associés aux droits sociaux conquis par la classe ouvrière tout au long du XIXe siècle et par une partie du XXe siècle. Chasser loin de nous les autoritarismes des décisions prises par un seul, la domination d'un parti sur les autres, tout en respectant la loi de la majorité, qui est la loi de la démocratie. C'est assez difficile. Ne croyez pas que ce soit votre apprentissage qui me fasse dire, partout parce que les hommes sont les hommes, que nous, derrière, nous avons des siècles, que le message d'il y a 200 ans lancé de Paris, ce message-là a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre tous les esprits et tous les cœurs. Mais c'est la voie à suivre. Il faut respecter ceux qui nous combattent. Et la façon de les respecter, c'est d'avoir une loi qui s'applique également à tous. Avec les représentants du peuple et leur expression, avec un pouvoir exécutif sûr de lui-même et désireux de développer les libertés dans le respect général des équilibres d'un pays,
avec le souci de faire avancer les progrès économiques indispensables à la démocratie, là comme d'ailleurs, mais aussi d'arriver toutes et d'aviver toutes les sources culturelles qui sont la marque même de l'identité d'une société humaine. Tout cela, c'est à vous maintenant. Ce sera à d'autres plus tard, quand votre peuple décidera d'en assurer la réussite et la pérennité dans un scrupule absolu de la liberté de conscience. Je vous le dis ici, je ne cesse pas de le dire en France, et pourtant notre pays est sorti de ce type de situation depuis beaucoup plus longtemps que vous. C'est un rappel constant aux valeurs permanentes, sans quoi on en sort trop vite sous la poussée des intérêts et des passions. Voilà l'état d'esprit dans lequel je m'adresse à vous, mesdames et messieurs. Voici ce que je voudrais exprimer dans ce toast, dire au président Iliescu et à sa famille le vœu que je forme pour lui, pour elle, pour les êtres qui vous sont chers, pour la mission qui est la sienne au-delà, pour vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, qui nous recevez dans cette maison et au-delà de cette salle, aux Roumains qui nous entendront. Comme je serais fier que par ma voix ils aient le sentiment d'entendre la voix de la France, qui leur dira, comme à chacun de ceux qui m'écoutent, l'amitié, l'espérance, la volonté, et puisque c'est un mot consacré, même s'il ne dépend ni de vous ni de moi, le bonheur d'un peuple qui tout de même se construit quand on a décidé de servir les valeurs de civilisation dont nous sommes porteurs, vous et nous. À votre santé, Monsieur le Président, à votre santé, mesdames et messieurs, au peuple roumain tout entier. Merci Hugo. On vient m'indiquer que le temps vient de passer, qu'il continue encore à s'écouler visiblement et qu'il nous reste moins de temps que prévu. Nous allons avoir une deuxième intervention de Sylvain Kahn. Il me semble prévu 10 minutes, on doit terminer à 30 impérativement. Si par la suite vous avez des questions ou bien des interventions, je vous invite à les formuler de façon brève pour que l'on puisse assurer les échanges. Merci. Merci. Bon, je vais essayer de faire... je vais essayer de faire très court, parce que le plus important, bien entendu, c'était ces 4 discours qui, d'une certaine manière, même de manière certaine, tiennent tout seuls, n'ont pas besoin d'exégèse ou de commentaires. Mais bon, je vais quand même me plier au jeu, aux règles que m'a proposé Nicolas Leron et l'équipe des organisateurs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer que, sur l'Europe en particulier, les grands discours politiques ont une fonction. Voilà. Est-ce que dans l'histoire de la construction européenne, qui a maintenant 3 générations, hein, ça fait quand même, si on prend 1950 comme repère, la naissance de la déclaration Schuman, puis la naissance de la communauté européenne du charbon et de l'acier, ça commence à faire, hein, finalement. C'est quand même plus long que la Ve République ou que la Seconde République italienne. Donc il faut arrêter tous les 4 matins, je pense à certains organes de presse, d'imaginer que c'est fichu, tout va s'écrouler. Hein. Ça tient bien. Est-ce qu'on peut considérer que certains discours ont eu un effet très important, ont été comme des jalons de cette construction? C'est un peu ça, c'est à ça que Nicolas m'a demandé d'apporter quelques éléments de réflexion pour la discussion d'ensemble. Et donc du coup, je me suis livré à quelque chose que les profs en sciences sociales, et en particulier les géographes, parce que je suis aussi géographe, aiment bien faire, c'est une typologie. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a quelques grands types de discours sur l'Europe. Et bien entendu, je vais essayer de ranger ou de m'appuyer sur ceux qui vous ont été présentés pour présenter cette typologie. Je crois d'abord que, s'agissant de l'Europe en particulier, il y a des discours programmes.
parce que, d'une certaine façon, la construction européenne ne cesse d'avoir besoin, à ses propres yeux comme aux yeux des habitants et des citoyens, de prouver sans cesse sa légitimité. Voilà, la France est la France, l'Estonie est l'Estonie, même si l'État russe aimerait bien que l'Estonie disparaisse, mais aux yeux des Estoniens, il n'y a aucun risque. L'Estonie est complètement légitime à être là, aux yeux des Français et même du monde, la France est légitime. Par contre, l'Union européenne, on se dit toujours, mais après tout, est-ce que ça ne pourrait pas disparaître un jour, hein? La France peut changer de régime, il y aura toujours la France. Si l'Union européenne disparaît, ce n'est qu'un régime politique, restera-t-il une Europe politique? Donc les discours peuvent être très importants. Et certains discours programmes ont un effet performatif, c'est-à-dire qu'ils font vraiment avancer la construction européenne ou les politiques publiques. Et je pense que c'est notamment le cas du discours qui a été prononcé par François Mitterrand au Bundestag, hein, à la fois parce que dans la dernière partie, il énonce, on va dire, un certain nombre de réalisations à mettre en œuvre. Hein, il dit qu'il faut faire des politiques communes, et ça va advenir, hein, notamment grâce à lui et à d'autres. Et puis en même temps, il a ces paroles très très fortes, hein, à l'époque sur le fait que la France soutient le déploiement des missiles Pershing pour restaurer l'équilibre des forces nucléaires en Europe. Voilà. Donc on peut dire que le discours de Mitterrand au Bundestag a vraiment eu des effets. Vous avez des discours programmes qui mettent beaucoup plus de temps à avoir des effets, voire qui n'en ont pas, et qui pourtant sont un peu restés dans l'histoire. Donc là, je dirais très rapidement, sans rentrer dans le détail, sauf si vous souhaitez qu'on en discute, je pense aux deux discours de la Sorbonne, du lointain successeur de François Mitterrand, qui est Emmanuel Macron, puisque je crois qu'on peut dire que, notamment le premier discours d'Emmanuel Macron, qui a été présenté comme un discours programme lumineux, en vérité, n'a eu d'effet que parce qu'il a fallu lutter contre le Covid, puis contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est-à-dire quand les Européens ont été au pied du mur, ils se sont dit, tiens, il y a des outils dans la boîte, là, qui ont été proposés il y a quelques années, en l'occurrence, à l'époque 5 ans, 3 ans, par le président français. Mais les deux discours de la Sorbonne en tant que tels n'ont pas enclenché ou déclenché une mise en œuvre. On pourrait citer aussi le discours de Tony Blair au Parlement européen en 2005, qui pour moi reste un des discours les plus puissants, les plus visionnaires sur ce que pourrait être la construction européenne, au moment de la présidence britannique de l'UE, mais qui, dans les faits, n'a pas été suivi d'effet, parce que ce qu'il a cherché à vendre à ses collègues et au Parlement n'a pas été acheté par la classe politique. Vous avez un deuxième grand type de discours, qui sont les pièces de doctrine, des discours de leaders européens sur l'Europe, qui n'ont pas pour objet de dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais qui ont pour objet de prendre date dans l'histoire de la construction européenne et d'indiquer d'une certaine manière une vision de l'Europe et de légitimer finalement à la fois une position idéologique et une position politique. Et là, il me semble que le discours qui est le plus illustratif de ces pièces de doctrine, c'est un discours que certains d'entre vous ont peut-être en tête, qui est le discours de Madame Thatcher au Collège d'Europe de Bruges en 1988. Là, on a une espèce de discours matriciel de qu'est-ce que c'est que le souverainisme en Europe. Voilà. Dans le même genre, on pourrait parler du discours de Viktor Orban en 2014, qui théorise l'illibéralisme en Europe. C'est un discours très intéressant, très clair, celui de Joschka Fischer à l'université Humboldt en 2000, où il dresse une Europe fédérale qui n'advient pas. Voilà. Vous avez bien entendu le discours qui sanctionne un coup de maître, c'est le discours de John Hume qui vous a été présenté, puisque c'est le discours de réception du prix Nobel de la paix, où John Hume le prononce parce qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire. En l'occurrence, il a été l'artisan à tout seul, et peut-être le principal artisan de la paix, de la fin de la guerre en Irlande du Nord. Il y a le discours partage, hein, qu'on peut aussi appeler le discours pédagogique ou le discours conseil et recommandation, celui que Hugo vous a présenté. Donc, le président Mitterrand à Bucarest explique à ses collègues roumains, selon lui, ce qui les attend. Et puis, bien entendu, vous avez le discours mythique, mythologique, mais mythique, ça serait mieux,
le discours du 9 mai 1950 de Robert Schuman, puisque c'est un discours à la fois inaugural, dont on peut dire a posteriori que c'est un discours visionnaire, que c'est un discours complètement performatif, puisque on peut dire, même si c'est un peu mythifié, que toute la construction européenne est contenue dans le discours du 9 mai de Robert Schuman. Et puis enfin, vous avez, pour terminer, le discours bilan ou le discours testament. Et là, je ne résiste pas, bien sûr, au fait qu'il est important de rappeler que François Mitterrand, en 1995, au Parlement européen, pour la dernière présidence française de l'UE qu'il a présidée, a fait un discours de ce type. Voilà en quelques mots. J'espère, cher Nicolas, avoir rempli la feuille de route. Merci. Nous allons pouvoir finir la partie présentation avec un temps de présentation qui nous a été préparé par Hugues, une présentation qui va être projetée. Je vous laisse vous présenter et nous présenter votre défi. Merci. Peut-être lancer. Thank you very much for. Merci. On commence. Ça part de lui-même, c'est Mitterrand et Kohl, et c'est la même idée de M. Hume, John Hume, sur le pont à Strasbourg. Et 20 années après, c'est le Good Friday Agreement, John Hume avec David Trimble, son contrat avec Bono et les deux mains en haut. Peut-être le prochain, Mary? Oui. Merci. La diversité est l'essence même de la humanité. Ça, c'est un avis important. C'est un slogan. C'est comme We shall overcome. Et c'est un slogan contre le racisme. C'est un slogan contre Le Pen. C'est un slogan contre le Trump. C'est très important et pour nous, c'est notre slogan, notre motto, la diversité est l'essence même de la humanité. Peut-être le prochain. L'année prochaine, Irlande a la présidence de l'European Union et c'est dans la deuxième moitié de 26 et avec le gouvernement de l'Irlande et le Parlement européen et notre fondation John et Pat Hume va lancer le prix de John Hume. C'est le prix est organisé pour le prix. C'est pour une personne ou une organisation qui travaille pour la réconciliation et la propriété de partager en Europe. Merci. Et dernière. Ça, c'est notre petite fille. Et pour terminer, les remerciements sincères de ma petite fille Amélie au président Mitterrand pour sa création inspirante de la pyramide de la Louvre. Merci beaucoup Hugues. Il nous reste à présent 5 minutes que nous allons prendre. Ce temps qui est passé nous laisse à présent 5 minutes pour pouvoir peut-être échanger quelques mots, quelques idées fortes sur les propos qui nous ont été partagés à l'instant. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir échanger en direct avec le public.
Par contre, nous vous invitons à pouvoir nous retrouver juste après si vous souhaitez échanger, partager avec nous des idées fortes. À présent, qui souhaiterait réagir, rebondir, compléter, réagir face aux propos qui ont été tenus? Alors, les idées fortes, évidemment, nous avons parlé d'histoire européenne. Peut-être qu'en 3-4 minutes, on pourrait parler, pas d'histoire, mais peut-être d'avenir. Je vous invite peut-être à réfléchir. Qui aimerait intervenir, partager quelques mots, peut-être pour terminer avec cette idée d'avenir européen, ensemble, dans un contexte qui est évidemment très émouvant aujourd'hui, une histoire qui a structuré un contexte que nous connaissons aujourd'hui. Qui veut prendre la parole? Forcément, je vous invite en premier et on terminera. Merci. Effectivement, je pense que vous avez raison de souligner que lire et commenter collectivement des discours historiques, c'est à la fois pour le plaisir, bien sûr, de l'histoire, du souvenir, de la mémoire, mais bien entendu, c'est aussi parce que nous, on est présents là et qu'on se projette dans le futur. Bon, donc, je peux dire par exemple que si je vous ai proposé ce choix du discours de François Mitterrand au Bundestag, c'est à la fois parce qu'il rappelait très concrètement qu'est-ce que c'est que la construction européenne et ses politiques publiques, et en même temps que ça entre en résonance avec un contexte actuel où la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, a envahi un État qui est associé à l'Union européenne. Et je rappelle au passage, il y a 2300 km de frontières communes entre l'UE et la Russie, 1300 km de frontières communes entre l'UE et l'Ukraine. Donc, et que Poutine agite régulièrement la possibilité, pourquoi pas, d'utiliser l'arme nucléaire si jamais les Européens venaient à trop soutenir les Ukrainiens. Bon. Donc, dans un contexte très très différent, un contexte qui plus est où, selon moi, on peut très probablement faire l'analyse que l'atlantisme est mort, que l'OTAN c'est fini. Si on entend par OTAN le fait que les Américains se portent en dernier ressort comme garantie de la défense des Européens, il n'y a plus que jamais besoin pour les Européens de s'organiser et d'inventer ce que peut être une dissuasion européenne pour s'assurer que les Russes imaginent que si jamais ils agressaient ne serait-ce qu'un tout petit morceau du territoire de l'UE, en Estonie par exemple, la réponse serait terrible. C'est ça la dissuasion. C'est un énorme bluff qui laisse à penser que l'agresseur potentiel court un risque énorme. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, dans un contexte très, très différent, où il s'agit justement de faire sans l'OTAN, contrairement à 1983 où François Mitterrand, ce qui a surpris certains, en appelait à la solidarité atlantique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc, l'avenir de l'Europe, par exemple, c'est, ce que je veux dire là, ça fait partie du débat public, l'avenir de l'Europe aujourd'hui, c'est dans une Europe de l'industrie de défense, une Union européenne de défense. Voilà une réponse possible à votre question. L'avenir de l'Europe, c'est pour les jeunes. On a écouté hier, il y avait des jeunes qui ont posé des questions à François Hollande et c'était vraiment très intéressant. C'est la même chose dans tous les pays, c'est thème pour les jeunes. Alors pour moi, l'avenir, c'est les jeunes. I agree with you, and I will tell that the future of Europe is still a big dream for all of us, and it's worth to be dreamed of. Comme hier, notre task est de promouvoir auprès des nouvelles générations de les convictions que nous gagnons, que nous avons. Ça, c'est le plus important. Ça s'est dit hier et c'est vrai aujourd'hui aussi.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute de participation. Merci à l'équipe avec Tom, Hugo et Samy de la représentation de la Fédération francophone de débat. Merci à nos intervenants. Merci public, merci à la météo. Merci pour cet instant partagé. Très bonne fin de journée. Merci, monsieur Legault.